Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Survivre à l'échec, où vous découvrirez les parcours de vie des entrepreneurs impactants. Je suis Nicolas Lemaire, je suis accompagné de Tosin Adidi. Hi guys. Ensemble, nous allons explorer en fait comment justement transformer les échecs en force et les obstacles en opportunités. Aujourd'hui, on est accompagné de notre première invitée, on est content de la recevoir, qui est Audrey Souchet, qui est sexologue. Bienvenue Audrey. Merci beaucoup. Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens, qui es-tu ? Alors, je viens d'une famille assez modeste. Et déjà, premier événement, je nais fille alors qu'on m'attendait garçon. Donc, c'est déjà l'ouverture de ma vie. Puis ensuite, je vais commencer à pouvoir me spécialiser dans l'accompagnement des familles et des enfants. Puis ensuite, me spécialiser en sexologie pour accompagner les couples, notamment les couples en famille recomposée. Pourquoi la sexologie ? Parce qu'on ne peut pas être thérapeute de couple sans parler de sexualité, sinon on oublie complètement les choses. Et parce que c'est le plus gros tabou en France, la sexualité. D'accord, très bien, très intéressant. Tu as commencé en t'occupant des familles. Pourquoi ? Alors, je t'ai dit sensibilité autour des enfants, protection de l'enfance. Mon grand-père est issu d'ailleurs de la protection de l'enfance, donc tu vois, ça a toujours été quelque chose d'hyper fort. Et j'ai compris très vite que les familles, et notamment les couples, étaient le terreau fertile ou infertile à la santé, l'estime de soi des enfants, et ou à la violence conjugale et violence intrafamiliale. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de pouvoir participer à ça pour aider les familles et les enfants, et aujourd'hui les couples, à se sentir bien dans leurs relations. D'accord. Et toi-même, dans ton background, ta famille, pour toi, ça a été un pilier ou est-ce que tu as dû faire un travail sur toi ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça ? Ouais. Donc, comme je t'ai dit, effectivement, je n'étais pas forcément attendue fille, j'étais attendue garçon. Et ça a eu un impact fort parce que, du coup, j'ai été très proche de mon père. Donc, tu vois, j'ai développé ma partie masculine à travers ça. Couple parental assez matriarcal. Donc, ma maman, c'est comme ça, qui posait les choses, qui posait le cadre. Et puis, des conflits, comme dans tous les couples. Et effectivement, moi, ça me figeait facilement. Quand il y avait des conflits avec mes parents, ça me figeait facilement. Je ne savais pas comment faire. Puis ensuite, en fait, comment j'ai commencé à grandir, comme j'étais dyslexique et un peu bègue, c'était difficile pour moi de parler, je ziotais tout le temps. J'observais les relations tout le temps. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris que j'avais envie de me spécialiser, du coup, dans les relations familiales, pour permettre, encore une fois, c'est ce que je te disais, permettre de trouver sa place au sein de la famille. Alors, j'ai pas forcément vécu de violence, j'ai pas forcément vécu de choses extrêmement importantes. Pour autant, c'était quand même difficile pour moi de trouver ma place dans ma famille. Notamment sur la parole, tu vois, sur la prise de parole. J'étais la petite dernière, donc il fallait que j'attende que maman ait parlé, papa ait parlé, et pour trouver ma place. Donc je crois que c'est vraiment ça qui m'a amenée à vouloir me spécialiser dans la famille. D'accord, mais pourquoi les familles recomposées ? Alors, famille recomposée, ça, c'est mon parcours. Du coup, j'ai été en famille nucléaire pendant assez longtemps et je me suis séparée de mon mari parce qu'on n'était plus forcément sur les mêmes longueurs d'onde avec le papa de mes enfants. Et puis, j'ai reformé une famille recomposée et j'ai vu à quel point on avait des sacrés challenges. Wow. En moyenne, 10 fois plus que les familles classiques. Ah, quand même. Ouais. Et on se rend compte, un chiffre comme ça de l'INSEE qui est intéressant à voir, les premiers couples vont se séparer à 50%. Les deuxièmes couples à 73%. Les troisièmes couples à 83%. Oui, donc c'est énorme. Ouais. Parce qu'on n'apprend pas toujours. Est-ce que tu peux aussi nous parler justement des difficultés que tu as eues quand tu as voulu créer ton entreprise ? Qu'est-ce que tu as pu surmonter comme ça et surtout comment tu as fait pour aller au-delà ? Ouais. Alors, je crée mon entreprise en 2019 et en réalité, ça fait déjà 6 ou 7 ans que je suis en souffrance dans mon précédent poste. Donc, je travaillais dans un cadre de pôle de soutien psychologique, d'accompagnement de famille, dans une structure où clairement on était les pompiers, mais on n'avait pas d'eau. On n'avait pas de moyens financiers et pas de moyens pour accompagner. Et des personnes très en souffrance. Donc, des personnes très en souffrance qui vont forcément être pas toujours cool dans la relation. Et j'avais pas le droit de dire non, même si je sentais que j'étais en danger. J'avais pas forcément de possibilité de poser mon propre cadre et je pouvais pas faire la méthode qui, pour moi, avait du sens. Donc, j'ai dû d'abord passer par une inaptitude à mon poste de travail. Difficile à avaler, hein. Ouais. Ah bah ouais. C'est dur. C'était difficile à avaler, donc burn-out, inaptitude à mon poste, mais c'est ça qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, en fait. Hein. Si j'avais jamais eu cette inaptitude, en fait, j'aurais pas été forcée, et c'est dans la souffrance qu'on bouge, tous. Et ton entourage t'a aidé un peu ou a été contre cette idée justement d'entreprendre par rapport à un métier que tu faisais qui était stable, un salaire fixe et surtout
peut-être une évolution assez grande? Alors, j'ai été soutenue en partie, plus par des amis que par ma famille. Pourquoi ? Parce qu'en tant que parents, en fait, on veut tous la même chose pour nos enfants, on veut de la sécurité. Et les précédentes générations, c'est sécurité, travail, financier. Donc, effectivement, j'étais dans un poste où j'étais fonctionnaire, dans une grande entreprise. Je tenais un poste de cadre. J'étais plutôt très bien payée. Et donc, comment ça, tu veux te mettre à ton compte et toucher des clopinettes ou peut-être pas ? Donc, j'ai dû me battre et faire valoir d'autres valeurs qui étaient les miennes, la pugnacité notamment, la contribution et puis la persévérance qui font aussi partie des arts martiaux. On en parlera peut-être, mais une pratique que je fais. Très intéressant. Et comme vous l'avez bien entendu, hein, ce podcast a pour vocation de pouvoir mettre en lumière les échecs qui ensuite sont devenus des tremplins qui ont aidé des personnes inspirantes comme toi à y arriver. Et là, tu nous as parlé de 2 échecs. Le fait que ta première relation ait échoué et que tu te retrouves en famille recomposée. Et le fait que tu te retrouves emprisonné dans ta vie professionnelle et que tu aies eu besoin de sortir de là pour ensuite monter ta boîte. Est-ce que tu peux nous en parler de façon plus précise? D'après toi, en nous parlant de ce que l'échec a pu produire comme effet qui paraissait néfaste au départ, et comment est-ce que tu as pu rebondir pour en faire des forces? Je crois que l'échec, en fait, c'est même avant tout ça. Mon premier échec, il est à 7 ans. D'accord. À 7 ans, je comprends très vite que l'école, c'est difficile pour moi. Tu sais, je suis dyslexique, dysorthographique. Parler en public, c'est juste l'horreur. Première poésie devant tout le monde, j'entends les rires avec l'humiliation, donc c'est difficile. Ça s'entend pas. Hein. Alors maintenant, j'ai beaucoup T'as bien progressé déjà. Maintenant, j'ai beaucoup bossé dessus. Donc, premier échec, c'est ça. Deuxième échec, gymnaste. Je fais la compétition, mes parents sont là et j'échoue. Mais vraiment, j'échoue vraiment. Donc, j'apprends très vite qu'il faut aller plus loin, qu'il faut recommencer. Et quand tu n'arrives pas à rentrer par la porte, tu rentres par la fenêtre. Et quand tu n'arrives pas à rentrer par la fenêtre, tu rentres ailleurs, tout en préservant ton énergie. Donc, si je te remets dans mon échec, mon divorce, j'ai compris qu'on n'était plus au même endroit et qu'on allait se faire du mal si on restait ensemble. Et donc, pour ne pas avoir un nouvel échec, avec mon mari Julien aujourd'hui et notre famille recomposée, on a fait une formation, une vraie formation de couple pour comprendre. Et c'est vraiment un des points clés que je travaille avec les couples en famille recomposée ou même sur la sexologie. Viens à toi, essaie de comprendre les points sur lesquels tu as fait frein pour rebondir et pas les reprendre en pleine tête. On a tendance à faire ça, en fait, dans toute notre vie, à reproduire jusqu'à ce qu'on ait compris. Donc, je me suis dit, OK, là, ça n'a pas fonctionné. Audrey, il faut que tu trouves une solution pour ne pas reproduire. Donc, j'ai fait une formation. Et ça demande de se remettre à l'ouvrage tout le temps, mais on a les bénéfices. Et c'est intéressant ce que tu dis, surtout par rapport à la prise de parole, par rapport à ta difficulté scolaire. Ouais. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les valeurs que tu prônes, les valeurs sur lesquelles tu as aujourd'hui mis en place? Parce que forcément, c'est pas simple, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, un mot qui est important, c'est la pugnacité ou la persévérance. Et ça, pour moi, c'est important. Je ne peux pas fonctionner à coup de motivation. Ça ne marche pas. Que ça soit dans la relation de couple, dans la relation familiale avec des enfants qui ne sont pas toujours les tiens, que tu n'as pas élevés, qui te mettent parfois en tension. Tu ne peux pas fonctionner à la motivation. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ouais. J'ai besoin de passer par de la persévérance et de la discipline. Donc, des choses qui vont être posées dans l'agenda régulièrement. Des alarmes sur mon téléphone qui me disent « Audrey, respire. Audrey, prends du temps pour toi. » Poser mes moments importants pour moi, mes ressources, le karaté, la danse pour moi. Donc, c'est vraiment... la première valeur pour moi, elle est là. L'authenticité, la liberté, pour autant. La liberté d'agir. C'est pour ça que je suis partie de mon poste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Reprendre mon propre cadre et être libre de dire non, mais à tout le monde. Mais aussi de dire oui. Très bien. Super. Moi, je reviens sur la partie de l'échec. Ouais. Pour toi, c'était quoi ton plus grand échec? Parce que tu nous as dit qu'il y en a eu plusieurs. Et est-ce que tu peux nous dire si, parce que c'était ton plus grand échec, c'est devenu ta plus grande force? Je pense que c'est quand même ma famille, ma première famille, donc mon premier couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on grandit tous, en tout cas une grande partie avec notre société, grandit avec la valeur famille vraiment comme quelque chose de si tu as un chien, une maison, voilà, si tu as un couple, des enfants, un labrador et une maison, c'est que tu es quelque chose dans la vie. Et si tu divorces, mon Dieu.
Ok, il y a encore de ça. Hein. Ouais. Il y a encore de ça. Ça veut dire que tu n'as pas su. Et en tant que thérapeute de couple, vous imaginez bien le questionnement. Ah bah oui, Ouais. Mais t'es effectivement. thérapeute de couple et t'as divorcé? Ouais. Et justement, Ta crédibilité. c'est quelque chose en tout cas qui est intéressant. C'est quoi les stéréotypes ou les malentendus par rapport à ton activité? Parce que c'est vrai qu'on dit sexologue, ça peut prêter à sourire indirectement parce qu'on pense à sexe, Ouais. forcément. C'est toujours un peu malaisant ou dérangeant, ou on a toute une vision là-dessus. Est-ce que justement dans ton expérience, tu peux nous dire comment ça a été perçu? Alors oui, la première fois où j'étais diplômée, au repas de famille, la famille de mon de mon beau-frère m'a dit « Alors, la reine du sexe !» Ah bah oui, Alors, évidemment. on est le 25 Tu dois en avoir décembre. pas mal. Évidemment. T'en es à l'aise. C'est ça. On est le 25 décembre, donc je ne sais pas si vous connaissez les 3 actions de survie, soit en combat, soit en fuit, soit en fige. Moi, j'ai tendance à figer, donc j'ai fait... Ah oui. Ça, c'était le premier. Maintenant, je suis habituée. Maintenant, j'anticipe, en fait, les choses. Et on confond, mais en fait, il y a 2 options possibles, et tu as raison. Il y a soit, effectivement, beaucoup de sérieux, quand je vais parler de mon métier, de la curiosité, des personnes qui vont vraiment me questionner, et qui, à terme, vont souvent me parler d'eux ou d'autres personnes, ou vraiment du malaise. Et ben, quand on est mal à l'aise, on va blaguer, en fait. Donc, on peut me dire « Ah, mais en fait, t'es escort girl. Ah oui. On peut me dire « Mais tu aides les scénaristes de porno, du coup, à faire des angles qui sont réalistes ?» On peut me dire des choses comme ça. Donc, moi qui avais peur de parler, je pouvais vite piquer un phare, j'étais hyper mal à l'aise avec ça, d'autant plus que j'ai vécu une expérience, qui n'a pas été simple avec la sexualité, c'est pour ça notamment que j'y suis venue. C'était toujours compliqué pour moi parce que c'était une mise en danger. En fait, parler, c'était se mettre en danger. Ouais. Maintenant, j'ai appris, en fait, comment j'ai fait. J'ai demandé à plein de gens autour de moi qui sont plutôt à l'aise et éloquents de dire qu'est-ce que tu aurais répondu, comment tu aurais fait. Donc, il y a une personne, une amie très proche de moi qui est masseuse, qui m'a dit, moi, en tant que masseuse, j'ai souvent des choses comme ça, qui m'a dit, non mais monsieur, vous confondez là, vous confondez avec prostituée, c'est pas très... Ouais. Tu vois, J'imagine ce mais genre de remarque, ouais. Du coup, si toi, tu devais définir ton métier, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aides les gens à pouvoir faire? Alors, 70% de ma clientèle aujourd'hui, donc c'est des couples en famille recomposée, tu l'as compris. Je vais les aider à déjà évaluer les 3 piliers de leur couple. Pour moi, un couple, c'est une trinité, donc 3 niveaux. Des amis, une team qui se connectent, qui partagent un projet en commun, qui vont les tracter. Des amoureux, qui partagent les 5 langages de l'amour et qui se rendent libres, à la différence de la passion qui enferme. Et des amants, qui partagent un érotisme et un toucher commun. Donc déjà, ma première étape, ça va être d'évaluer comment vont ces 3 piliers. Est-ce qu'il y a eu des coups de bazooka? Est-ce que les piliers n'existent plus? Et ça me permet, moi, en tant qu'architecte, on pourrait dire, tu vois, comme si tu demandais à quelqu'un de construire, où est-ce qu'il faut mettre un été? Où est-ce qu'il faut déconstruire? Où est-ce qu'il y a de l'amiante? Est-ce que c'est sain? Donc ça, c'est ma première étape. Ensuite, je vais les recevoir chacun, parce que sinon, je passe à côté d'un des deux, pour comprendre leur histoire, leur rapport à l'amour, leur rapport à la sexualité, leur rapport à la famille recomposée, beaux-parents, tout ça. Et puis ensuite, je vais les accompagner sur tous les sujets. Donc ça, c'est vraiment sur la partie 70% de mon activité, qui sont les couples en famille recomposée. Et en sexologie pure, j'accompagne toute personne qui est en souffrance réelle. C'est-à-dire qu'on ne passe pas le cabinet d'un sexologue avec un grand sourire. C'est pas vrai. Qui sont en souffrance soit suite à des agressions, soit suite à des troubles sexuels. Donc j'ai des hommes qui vont pouvoir me dire « j'ai plus d'érection, j'éjacule trop rapidement, je ne suis pas un homme, j'existe plus, j'ai plus d'identité ». Et des femmes qui vont pouvoir me dire j'ai des douleurs au rapport, par exemple, j'ai de l'endométriose, mon mari ne peut pas me pénétrer et pourtant il a besoin de sexualité, on est perdu. Il y a beaucoup de souffrance avec aussi parfois des addictions à la sexualité. Et comment justement par rapport à ça, toi, c'est quoi tes influences? C'est quoi tes motivations ou les gens que tu peux écouter, tu sais, que ce soit en livre, en podcast, en vidéo ou d'autres choses, il y a des choses qui t'inspirent? Oui, il y a des choses qui m'inspirent et je pense notamment, on peut pas, ça va peut-être paraître cucu, mais c'est pas grave. En fait, on oublie un peu l'amour dans ce monde. Et un des points clés pour moi, c'est l'amour universel, vraiment inconditionnel. Mes clients, mes patients, en fait, je les accueille avec tout ce qu'ils sont. C'est beau, et ça. il y a un espace de sécurité. Tu disais, toi aussi? Non, j'ai dit c'est beau, ça. Comment tu le dis? Et en tout cas, c'est ce qui fait, et je vois ton émotion monter, et c'est chouette parce que C'est la sincérité. Ouais, c'est ça, en fait. Et on ne peut pas accueillir quelqu'un en parlant de l'intime sans avoir cet amour inconditionnel de « OK, t'en es là où t'en es et on va prendre là où t'en es ». Et cet amour inconditionnel, elle me vient de 2 personnes. Elle vient de Mandela, du coup, qui forcément a développé et a permis à son pays, qui était extrêmement en guerre, de se rallier,
qui a pu faire, alors qu'il était emprisonné, beaucoup de lettres d'amour, que ça soit à sa famille, que ça soit à ses enfants, que ça soit pour, malgré le fait qu'il était emprisonné de façon un peu limite, montrer que c'était à travers l'amour inconditionnel et la fiabilité, et la persévérance et la motivation, plutôt discipline, qu'on allait avancer. Et il dit notamment, tu es le seul maître de ton destin, tu es le capitaine de ta vie. Il y a vraiment quelque chose de comme ça. Prends ton centre et agis. Donc de garder le cap, d'avoir une vision et oui. de s'y tenir. Tout à et de fait. se dire que finalement, le parcours c'est bien, mais il y a quand même quelque chose au bout. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et puis, garde ton pouvoir d'agir à toi. C'est hyper facile de dire c'est toi le mauvais. C'est toi, en fait, notamment dans la relation de couple. C'est toi qui produit tout le mal. C'est de ta faute. Reprends ton centre, vois sur quoi tu peux agir, parce que pour sortir du triangle de Karpman, je ne sais pas si vous connaissez, mais victime, sauveur, bourreau, prends ta responsabilité. Donc il y a vraiment Mandela. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai lu beaucoup de choses sur lui, notamment sur l'aspect tu es emprisonné, mais tu arrives à garder la beauté de ton esprit et de ne pas passer en mode Star Wars, en mode côté obscur. Et Amma, qui est indienne, du coup, qui considère que c'est l'amour inconditionnel qui va aider les gens. Donc, qui fait des hugs gratuits. Amma, un philosophe? Non, Amma, c'est une indienne, du coup, qui vit en Inde et qui reçoit des personnes et en leur faisant le dashri, ça s'appelle. Donc, c'est tout un processus où elle t'accueille, elle te prend dans les bras, elle te prend, elle te berce et elle te dit tout va bien se passer et elle te redonne la responsabilité. Et c'est tout bête, mais en fait, c'est grâce au toucher qu'on produit de l'ocytocine, de l'hormone de lien. Et autant la sexualité n'est pas besoin, autant un toucher l'est, parce qu'en fait, il n'y a que dans le toucher qu'on existe. Et toi, tu fais la pratique de Madame Amma là? Alors moi, je fais la pratique avec mes enfants, je fais la pratique avec mon mari. Je ne fais pas la pratique avec mes clients. Ah oui, j'imagine bien. Non. Je voulais te demander, parce que moi, j'ai un côté quand même anglo-saxon, beaucoup les États-Unis, et là-bas, la thérapie est arrivée au point où je ne vais pas voir un psy parce que j'ai un problème, je vais de façon préventive pour rester en bonne santé. Est-ce que pour toi, c'est la même chose quand on parle de sexologie? Tout à fait, ouais. Merci de m'apporter sur ça, parce que pour moi, c'est l'évolution que j'aimerais avoir sur mon métier. C'est-à-dire passer de la prévention et de la formation à la relation, de la formation à la sexualité, plutôt que de traiter un peu le pathologique ou la souffrance. C'est très juste. En France, on a quand même ce regard encore, tu vas voir un thérapeute parce que tu es fou, parce que tu dysfonctionnes. Ouais. Et c'est difficile parce qu'on ne nous apprend pas à s'ouvrir, on ne nous apprend pas forcément à relationner. Il y a quelque chose de très fort dans No Pain, No Gain, il faut être fort, la psychologie du mérite. Oui, en fait, pour moi, on peut travailler notamment les 7 points de la santé sexuelle très tôt. On pourrait pouvoir la travailler dès le début de l'adolescence. Et tant pis si j'ai les foudres, mais pour moi, on ne fait pas d'éducation à la santé sexuelle en France. On fait de l'éducation au risque. Il y a pourtant tout un tas de collègues, et j'en fais partie, qui militent pour qu'on puisse aborder le beau de la sexualité, notamment la fantasmatique érotique, notamment comment je connais mon corps, notamment comment je connais le lien avec les autres. Et bien sûr qu'il faut parler des risques. Bien sûr qu'il faut parler du consentement, bien sûr qu'il faut parler des risques d'IST, bien sûr que c'est nécessaire. Mais il faut aussi bien voir les zones d'opportunité que les zones de menace. Sinon, il y a un biais qui va se faire. Ouais. Est-ce que tu as justement des rituels ou des pratiques qui t'aident à rester inspiré? Alors, on se connaît déjà très bien. Je sais que tu fais des arts martiaux. Oui. Est-ce que ça, c'est des pratiques qui t'aident au quotidien? Oui, ça me permet de garder mon centre. Vraiment, donc tous les matins déjà je fais du yoga, ça me permet vraiment de me poser. Je fais toujours une lecture avant de partir, une lecture que ça soit sur du bouddhisme ou sur des familles recomposées ou sur de la danse ou sur des arts martiaux, parce qu'on est dans un monde qui va tellement vite que j'ai besoin de cette pause-là. Donc quand personne n'est réveillé dans la maison là et qu'il n'y a personne, ça me fait beaucoup de bien. J'ai la chance d'avoir un partenaire de vie, un mari qui est top, et on a un van aménagé et on part régulièrement dans des parenthèses. Et il est ma récréation, c'est-à-dire que moi, je suis quand même très sujette au burn-out. C'est ça, quand on est missionné. Ouais. Donc, il m'aide vraiment à garder le cap dans le côté plutôt récréation aussi, c'est-à-dire aussi bien zone de travail, mais aussi zone de joie et de ressources. Et je me suis mis vraiment, ça fait rire des fois mes clients, mais en fait, j'ai mon réveil qui sonne en disant « on va boire ». Respire, étire-toi, parce que sinon, dans un quotidien, dans mon ancien job, j'oubliais mes besoins vitaux, quoi. Donc, tu vas dire que tu étais resté cantonné dans ta vie et que tu étais un robot automatisé. J'étais un robot, je faisais même plus de pause pour aller aux toilettes, plus de pause pour boire.
truc fou, et où tu perds l'essence des choses, tu sais plus, et où parfois certaines sociétés te disent mais Audrey, t'es pas là pour réfléchir en fait, t'es juste là pour agir. Ouais. Donc ça, si je dois reprendre ça, et puis j'ai découvert la neurobiologie, la théorie polyvagale, qui est l'étude du système nerveux et comment ça impacte nos relations, et comment notre système nerveux, il va nous permettre de nous sentir en sécurité ou en survie. On sait que 80% des influx nerveux vont du corps au cerveau, et le cerveau vers le corps, 20%. Donc c'est notre corps aujourd'hui. Donc j'ai remis mon corps au centre de ma vie. Le yoga, les arts martiaux, la détente. Régulièrement, on va faire une posture en neurobiologie où on vient étirer en fait la posture pour retrouver le centre. Super. Est-ce que tu peux nous parler par rapport à ton métier de la sexologie, l'une des erreurs les plus communes qu'on a par rapport à cela? Alors, l'erreur la plus commune, c'est de penser que la sexualité, elle est relationnelle, avant tout. Et pour moi, en tant que sexologue, la sexualité, elle est personnelle. Je m'explique. J'ai d'abord besoin de connaître ma fantasmatique érotique, d'avoir développé mes étapes dans ma sexualité, c'est-à-dire la puberté, la connexion à mon corps, les premiers moments d'érotisme, les premiers moments où j'ai une réponse, les premiers moments peut-être de sexualité personnelle, de masturbation, pour ensuite aller vers toi, aller vers la relation à l'autre. Si je rentre dans une sexualité relationnelle sans être passé par ces étapes-là, je vais m'abîmer. Quelqu'un qui va rentrer dans une sexualité relationnelle sans avoir fait ça aura des troubles sexuels. Que ça soit des vaginismes, du douleur, incapacité d'être pénétré. Je ne peux pas t'offrir mon corps parce que moi-même, je ne le connais pas. Ou des difficultés éjaculatoires ou érectiles. Ça, c'est un vrai sujet. Et quand j'accompagne des couples, je ne vais pas te dire 99%, mais c'est pas loin, qui vont me dire sexualité relationnelle en premier. C'est-à-dire, pour moi, la sexualité, elle est que à deux. Et bien, même si c'est beau, parce que c'est à travers l'amour, c'est important de revenir à soi pour comprendre son mécanisme. Sinon, c'est difficile, et sinon, on va faire porter à l'autre quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, pour moi, la plus grosse erreur, c'est ça. C'est de penser au nous avant de penser au je. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de penser que notre partenaire, si on est en couple, ou nos partenaires ont la même sexualité que nous, le même rapport à la sexualité. Et on sait, grâce à Laura Pinson, qu'il y a 8 modèles érotypes différents. Donc, on a 8 visions de la sexualité différentes. Si tu penses que tu as la même que ton partenaire sans le questionner, il y a un risque d'avoir de la déception ou des douleurs. Audrey, moi, j'ai envie de comprendre un petit peu plus de ce qui s'est passé. Donc, tu m'expliques que déjà, dès ton enfance, tu comprends qu'on voulait que tu sois un garçon, pas une fille. Donc, forcément, tu veux être un garçon. Et ça crée un mal-être chez toi. Et ensuite, il y a plusieurs petites choses, comme le fait que tu n'arrives pas à t'exprimer comme tout le monde. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous raconter ce parcours-là? Parce que je comprends que la partie forte chez toi, c'est je voulais tellement être acceptée que je me suis oubliée. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire comment est-ce que tu es arrivée au point où tu es aujourd'hui? Ouais, effectivement, je te disais, je devais naître garçon, je devais m'appeler David. Et ma sœur m'imaginait garçon bleu aux yeux bleus. Je nais brune avec à la Nicolas, quoi. Ça marche pas du tout. Donc ça a été effectivement longtemps dit et souvent dit dans ma famille. On n'a pas de garçon, on n'a pas de garçon. Oh non. Il y a eu des choses un peu comme ça. Et en même temps, je suis assez contente des deux énergies que je peux avoir en moi, une énergie masculine, une énergie féminine que j'ai pu développer en moi. Aujourd'hui, tu vois, j'en vois les leçons. L'enfance, ça a été compliqué, pas à travers ma famille qui était sécure, mais à travers le scolaire. Boule au ventre encore quand j'en parle, tu vois. Oh là C'était là. Difficile parce que on te demande de finir une phrase en lecture que tu ne peux pas finir, par exemple. Donc moi, j'ai inventé la fin des phrases pour passer vite à autre chose. Sauf qu'on me reprenait parce que c'était pas la bonne chose. Donc effectivement, moi j'ai de la dyslexie et de la dysorthographie, ça veut dire que j'inverse les lettres. Donc je suis en incapacité de lire. C'est très difficile pour moi. Jusqu'à ce jour. C'est encore très difficile pour moi. J'ai trouvé des méthodes. En fait, je fais beaucoup de livres audio. Merci Audible, qui m'a changé la vie. Et en fait, la lecture est devenue plus facile pour moi à partir du moment où j'ai trouvé ma voie, donc travailleurs sociaux, thérapeute. Où là, c'était plus facile parce que il y avait du cœur, tu vois. Mais sinon, pendant très longtemps, je lisais sans comprendre. Donc, c'était hyper difficile. Le scolaire, c'est... Comment tu te débrouillais à l'école? Tu t'es arrêtée à quel niveau? Parce que j'ai pas eu mon brevet. Ça, c'est aussi dur.
C'est dur, d'autant plus que mes parents me donnaient des cours, tu vois. Ils essayaient de tout faire. Ils me donnaient des cours particuliers. Et pour autant, j'étais pas adaptée pour l'école, en fait. Ça te mettait une pression supplémentaire, Ah oui, bien je pense. sûr. Donc, tu vois, le jour où tu vas voir tes résultats de brevet et que tu n'as pas ton brevet, tu te dis, mon Dieu, bonjour déception. Ouais. Bienvenue dans ta vie. Il y a eu vraiment ça, les premiers moments où j'ai dû réciter des poésies, tu vois, à l'oral, où tu t'es bossé, t'es arraché, t'as bossé comme un russe. Et en fait, on te dit, t'as un 3. Oui. Et est-ce que tu avais un sentiment d'infériorité par rapport Complètement. aux autres? J'avais un sentiment d'infériorité. Je faisais tout pour pas qu'on me lise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une écriture candide de docteur, tu sais. Je fais tout pour pas qu'on me lise parce que j'avais honte. J'avais honte de faire des fautes. Quand tu fais une dictée où tu as du moins 19 en rouge. Et comment tu as fait pour surmonter C'est ça. à ça? Comment t'es sortie de là? Comment t'es sortie de là, ouais. C'est la danse qui m'a sauvée. Non, c'est le sport qui m'a C'est sauvée. le sport. Dernier conseil d'école, en 3e notamment, mais j'ai fait de la danse, beaucoup de sport, tu l'as compris, mais toute ma vie, ça a vraiment été ça, parce que tout ce que je ne pouvais pas dire, l'indicible, c'est mon corps qui le disait, il y a vraiment ça. Et conseil de classe, on me dit, on n'en fera pas une intellectuelle, Audrey, on en fera une sportive. Ah oui, c'est toujours sympa ça, Merci. comme remarque. Très bien. Et ça résonne encore. C'est pour ça que parfois, dans les prises de parole, et voilà, dans les projets, je peux me dire, oublie pas, t'es pas une intelligente, t'es une sportive. Ouais. Donc ça, c'est resté longtemps. Et j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui a fait médecine. C'est une chance aujourd'hui. Ah oui, c'était peut-être moins une chance quand j'étais plus jeune. Ouais. Parce qu'il y avait l'aspect, et on fait toujours ça, et encore de comparer avec ta sœur. Je compare mes enfants, mon Dieu. Ah oui. Mais ouais, je me sentais du coup inférieure intellectuellement partout où j'allais, donc je parlais pas. Je parlais pas. C'est lié à l'école, en fait, Les premières étapes, c'est l'école. Et quand tu stresses, en fait, ton cerveau, il va se bloquer, donc tu n'as plus accès à tes pensées. Donc moi, je pensais que j'étais vraiment bête. On me demandait quelque chose, je l'avais révisé, et je me disais, je suis vraiment bête. Mais pourquoi est-ce que tu dis que tu avais une chance d'avoir une sœur qui faisait médecine? C'est une chance aujourd'hui parce que ça m'a permis d'être persévérante, encore une fois, de me dire, allez, tu vas réussir, ta sœur, elle y arrive, tu vas bosser, tu vas bosser comme une russe. Tu vas y arriver. Elle a été à la fois des moments où j'ai pu la haïr parce qu'elle était plus âgée que moi et qu'elle prenait presque une posture parfois maternante. Mais pour autant, aujourd'hui, je sais en fait qu'elle m'a aidée, enseignée, permis de continuer. Voilà, c'était un modèle, tu vois, aussi pour moi. Ouais, alors, j'ai pas fait médecine, mais c'est marrant, tu vois. Je soigne à d'autres endroits. Et comment la danse t'a aidée? Ouais. La danse, en fait, c'est l'expression du corps, en fait, exprime en réalité tout l'émotionnel. Tu peux raconter une histoire rien qu'en dansant. Dans la danse intuitive, tu peux faire vivre plein de choses. Oui, c'est l'expression corporelle. C'est l'expression du corps. Tout ce qui était bloqué là, la colère, la peur, la tristesse, la déception, la frustration, en fait, je pouvais l'exprimer en danse. Et ça t'a aidé à gagner confiance en toi? Oui, complètement. D'ailleurs, j'ai toujours eu aucun trac, des tracts peut-être. J'ai jamais eu aucun trac. Quand je monte sur un tatami, quand je monte sur une scène de danse, j'en ai jamais eu. C'est pas un sujet pour moi, en fait. Et d'ailleurs, en fait, le public n'existe pas et je suis maintenant, si je peux connecter. Ça a été ça. Et un peu plus tard dans ma vie, je vis une expérience pas très simple au BAFA. Du coup, je passe mon BAFA. C'est la première fois que je pars de mon cocon familial. Et je découvre pour la première fois qu'un homme peut être dangereux. Donc, je suis agressée. Et c'est grâce à la danse que je dépasse ça, parce que j'étais un peu mutique. J'en parlais pas, j'arrivais pas. Ça restait bloqué. Tu disais rien. Ouais, j'en parlais pas, je restais bloquée, j'arrivais pas. Parce que les mots ne suffisent pas, en fait, à un moment donné, pour dire ce qui est indicible. Le corps, oui. Donc, on sait aujourd'hui, par exemple, qu'un trauma, c'est pas ce que tu vis, c'est toute l'énergie corporelle qui va rester à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, on est d'accord qu'en France ou même ailleurs, si tu voyais quelqu'un trembler, automatiquement, on va le contenir. On a appris ça, en fait, on pense. Ouais, de retenir ses sentiments. Voilà. Et même l'énergie, tu sais, quand tu trembles. Et aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse. Pour pas vivre un trauma, laissez trembler. Mettez en sécurité, mais laissez trembler. Tremblez le plus possible. D'ailleurs, la thérapie aujourd'hui, thérapie du tremblement, ça permet de sortir du trauma. Donc la danse, ça m'a permis ça. De libérer toute mon énergie dans mon corps, de laisser vibrer. Mais c'est fou quand même, parce qu'on passe d'une jeune dame qui se sent stupide, qui n'arrive pas à parler, à une entrepreneur qui parle de sujets tabous. C'est fort. 17 ans, 41 ans. Bravo. Bravo pour ce parcours. Il y a un chemin. Ouais.
Et pour revenir sur ton parcours entrepreneurial, Ouais. est-ce que tu pourrais nous donner des conseils à celles et ceux qui voudraient avoir à peu près le même parcours que toi, sans parler d'expertise et de métier, mais en tout cas, ceux qui doutent encore, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend souvent, surtout liées après Covid, que justement les gens veulent entreprendre, les gens veulent développer quelque chose, mais qu'ils ils osent pas tout lâcher, soit par rapport à leur famille, soit par rapport aux conflits qu'ils peuvent avoir, ou même justement la pression sociale aussi qui est énorme. La première chose que je leur dirais, c'est reste dans ta zone de flow et trouve des professionnels de qualité autour de toi pour t'accompagner, que ça soit dans le marketing, dans l'accompagnement financier, dans la comptabilité, parce que sinon tu vas perdre ton essence. Et voilà, fais-toi accompagner. L'État, plein d'autres endroits, tu as des professionnels autour de toi, fais-toi accompagner. Quitte à peut-être au départ faire un prêt ou quelque chose qui va te permettre d'être bien accompagné. J'ai pas fait cette démarche-là tout de suite. Aujourd'hui, je sais que si c'était à refaire, je ferais ça. Je ferais un emprunt plus important pour être tout de suite accompagné et moi rester dans mon essence, ma zone de flow, parce que sinon, en fait, j'ai perdu beaucoup d'énergie à faire des choses qui n'étaient pas dans ma zone de flow et il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Ouais. Tu penses que tu as perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi? Est-ce que tu penses que tu aurais pu gagner du temps si tu avais trouvé des professionnels qui auraient pu t'accompagner auparavant? Je pense que j'aurais vraiment pu gagner en énergie et en temps, ça c'est sûr. Est-ce que par contre, j'avais besoin de plus de temps pour mûrir mon projet? Peut-être. D'un autre côté, je me dis peut-être que c'est grâce à ces échecs, on pourrait penser ça, ou en tout cas ces erreurs, que j'ai clarifié les choses. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait de parler de mon projet à des gens qui sont en sécurité. Pas à des gens qui sont flippés, notamment des personnes qui sont flippées sur plein de raisons et qui vont t'envoyer que les zones de menace sans les zones d'opportunité. Parce que forcément, ça vient de prendre toute ton énergie. Vous devez connaître, on a tous des gens autour de nous, tu leur parles d'un projet, ils disent risque, évidemment. risque. L'aventure, c'est l'aventure qui fait peur. C'est ça. Je pense que, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, les peurs qu'ils projettent sur les gens viennent d'eux-mêmes. Tout à fait. Donc, j'ai appris à ne pas prendre ce qu'ils me disent personnellement, mais à comprendre que c'est le reflet de leur situation à eux. Donc, je pense qu'une fois qu'on comprend ça, on relativise et on comprend que c'est pas que cette personne ne veut pas que j'avance, c'est juste que c'est pas la bonne personne à qui parler de cette situation. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Tofine. C'est vraiment ça, c'est par effet miroir. Ouais, c'est ça, à l'occasion de ce que tu leur dis, ça les met dans leur propre souffrance. Mais comme moi, des fois, à l'occasion de quelqu'un qui me parle, je vais dire... Tu penses que l'environnement autour de toi, il joue beaucoup? Ça veut dire que si tu as des amis qui sont à peu près similaires et qui te poussent vers le bas, ou de la famille qui ne comprend pas, tu penses que ça y joue beaucoup dans l'évolution ou dans la motivation que tu peux en donner? Je suis assez persuadée de ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'éloigner de tout le monde, mais ça veut dire qu'il faut choisir de quoi tu parles et à qui. Parfois, en fait, quand on est dans quelque chose de nouveau, on a envie d'en parler à tout le monde et ce n'est pas toujours la bonne chose. Donc, encore une fois, moi, je suis vraiment partisane que ça soit dans la sexualité, dans les relations, de la qualité avant la quantité. Donc aujourd'hui, je sais à qui je peux parler et qui va être aidant. Je sais à qui je ne peux pas parler, pas parce qu'ils ou elles vont être inintéressants, mais parce que je vais les mettre dans des zones de survie qui ne sont pas intéressantes ni pour elles ni pour moi. Mais par contre, je vais vivre plein d'autres choses qui va être sympa avec elles ou avec ils. Enfin, voilà, il y a vraiment de ça. D'accord. Pour revenir un petit peu sur ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu peux nous dire brièvement, voilà, je me suis lancée en 2019, première année, il y a eu ça, deuxième année, il y a eu ça, ensuite, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. 2019, donc, vous l'avez compris, je commence à envisager de quitter mon entreprise puisque j'ai une inaptitude à mon poste. Donc, je me reconvertis et j'ai quand même la chance d'avoir une entreprise où tu peux partir en temps partiel. Tu sais, tu peux rester et puis créer ta société et faire un 20%, 50%, 70%, 80%. Donc, 2019, 20% et 50%. Donc, je commence petit à petit à voir comment c'est possible. Au départ, j'exerce chez moi parce que du coup, je n'ai pas forcément les fonds. Je teste, puis vient une limite à travailler chez toi parce que tu as besoin d'avoir conciliation vie pro-perso, tu vois. Donc, il y a eu vraiment ça. Ensuite, j'ai été plus accompagnée parce que je suis allée chercher des structures comme des couveuses, la BGE, des choses comme ça, tu sais, pour aller un petit peu plus loin. Ensuite, le tournant, en fait, il est 2020-2021. Je vais clairement partir complètement et me dire, allez, je suis à 100% dans ma société. Donc, et afficher la sexologie.
parce qu'avant, je ne l'affichais pas. Tu vois, j'avais encore quelque chose de... Bon, je suis ancien travailleur social. J'ai commencé en tant que travailleur social dans la protection de l'enfance. Donc, parler de thérapie de couple, ça allait. J'ai affiché, j'ai mis une plaque. Ça, c'était un grand endroit de... Je mets une plaque, je commence à parler. Et il y a quelque chose qui a été beaucoup plus fluide. De plus j'en parle, plus j'organise des événements, plus je vais me sentir à l'aise avec ça. Ensuite, 2022, je commence à contacter les radios. Je m'installe à Orléans, puisque effectivement, je fais le choix de partir de Chartres parce que j'avais besoin d'avoir un changement de réseau. Donc, je pars sur Orléans. Il y a un renouveau aussi. J'organise des événements, notamment des conférences sur la santé sexuelle qui est assez novateur. Donc, il y a encore du oser avec la flip. Il y a des médecins dans la salle. Je ne sais pas comment ça va être pris. Qu'est-ce qu'ils vont me demander. Donc, à chaque fois, je fais ces peurs. Mon ventre, il se fiche. J'ai pas envie. Oui, si j'y vais, j'ai pas envie. À chaque fois, je fais ça. Un nouvel échec à Orléans. Pourquoi un nouvel échec ? Parce que je me rends compte que je suis épuisée. Je fais beaucoup trop de kilomètres. Alors, j'ai un chiffre d'affaires qui explose. Mais je me perds, en fait, à un moment donné, moi. Et je prends un risque pour ma vie de famille, pour ma vie de couple, pour ma santé. À un moment donné, sur l'autoroute, je me dis, oh là là, là là là. Donc, je décide de quitter mon cabinet à Orléans et de revenir sur le 28. Donc, tu quittes ton cabinet parce que tu as trop de clients et que ça t'empêche d'avoir un équilibre vie perso, vie pro. C'est ça. Et trop de kilomètres et trop, en fait... vous l'avez vu, je suis à risque sur du burn-out, on se l'a dit. Ouais. Donc, il y avait ça. Et aujourd'hui, information d'il y a peu de temps, j'ai été là publiée dans un nouveau journal qui est spécialisé pour les familles recomposées et parents solos, qui s'appelle Les Nichés, où je le lis depuis 2-3 ans. Je me dis, c'est génial ce journal-là. Et je les contacte et ils acceptent de publier un de mes articles. Donc là, c'est ma nouveauté, avec demain des formations en ligne, des accompagnements en ligne sur des couples en famille recomposée. Ouais, en tout cas, beau parcours. Félicitations déjà pour cet article, parce que c'est déjà quelque chose que tu as eu parce que tu l'as vu, enfin tu l'as obtenu en ayant le cherché. Et je vais revenir sur ce que tu disais justement entre vie perso et vie pro, parce que aujourd'hui, vous travaillez ensemble, si je ne me trompe pas. Ouais. En plus, tu disais tout à l'heure que le cabinet était chez vous. Au début, après c'était à Orléans, maintenant vous avez un cabinet, je crois, à Chartres. Ouais, c'est ça. Et justement, comment ça se passe dans la vie perso ? Parce que déjà, premièrement, vous travaillez ensemble, et ensuite vous vivez ensemble. Enfin, je veux dire, c'est pas simple. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin d'espace off à d'autres moments. Tu vois, dans nos clubs de sport, notamment, c'est important d'avoir des espaces chacun pour avoir des espaces de respiration. Ouais. On part aussi régulièrement seul avec nos amis, seul avec nos enfants. Il y a aussi ça. On est vraiment vigilant à ça, et il y a du nous et il y a du jeu, quoi, parce que sinon, à un moment donné, c'est trop compliqué. Et effectivement, on travaille ensemble, notamment, donc Julien, il est hypnothérapeute et spécialisé sur notamment les arts martiaux et comment la self-défense peut te permettre de reprendre confiance en ton corps, surtout si tu as vécu des traumas ou des agressions. Ouais. Et on intervient en entreprise, notamment auprès de la SNCF, pour des agents qui sont en relation clientèle. Comment tu peux te retrouver en sécurité dans la relation clientèle. Et ça, on intervient tous les deux en entreprise. Donc, on est vigilant à avoir des temps à deux et des temps individuels. Ça, c'est hyper important. Et d'être chacun chargé d'un projet et pas être tous les deux... Il y a un missionné et un... En gros, c'est l'expérience de vie aussi. Ouais. Si j'avais 20 ans, est-ce que j'aurais pu... Non, certainement pas. En fait, à 20 ans, on teste et on fait des erreurs, on chute, on se relève, on apprend... Et puis, au fur et à mesure, on affine les choses, on teste. Il y a, au tout début de notre relation, comme beaucoup de familles recomposées, tu es dans une lune de miel, mais plus, parce qu'en plus, tu sors d'un échec. Donc, en fait, il y a quelque chose de « tu es celui qui va tout m'apporter », c'est formidable, c'est merveilleux. La désillusion, elle est fracassante en famille recomposée. Soit tu sors d'un veuvage, ce qui est quand même assez douloureux, soit d'un divorce où tu as pris cher, tes enfants aussi, et tu es en questionnement identitaire. Et il y a vraiment la désillusion qui est difficile. On sait que, par exemple, les couples recomposés qui vont s'installer, dans les 3 ans, ils vont exploser. Pourquoi dans les 3 ans ? Parce que la désillusion, elle arrive bien plus vite et surtout, tu n'es pas suffisamment solide dans ta relation. Il y a les challenges des ex, il y a les challenges de la famille, les enfants. Tu as des logements plus petits, financièrement, c'est un peu juste. Les calendriers, je ne vous en parle pas. Donc, on a appris. Au départ, on était trop en fusion, jusqu'à plus supporter. Et puis ensuite, on a été trop en indépendance, jusqu'à prendre le risque de plus se voir. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on trouve aujourd'hui, depuis 3 ans, on va dire, on est sur un équilibre qui est plutôt confortable.
Ouais, et puis vous êtes mariés il n'y a pas longtemps. C'est ça, ouais. 1er juin dernier, on s'est mariés et c'était les 10 ans de notre famille recomposée. Donc c'était ça aussi, tu vois, pour nous, c'était un moyen de, encore une fois, solidifier notre famille et apporter aussi de la confiance, de la sérénité, de la solidité à notre famille. Très beau parcours. Merci. Qu'est-ce que tu voudrais dire à d'autres personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat avec des métiers qui sont un petit peu mal vus ou pas trop bien compris? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ce genre de personnes? Identifie donc les zones d'opportunité et les zones de risque. Pour toutes les zones de risque, viens voir en face quel argumentaire tu peux parler. Vous devez connaître la méthode SONCAS en communication. Le SONCAS, ça veut dire sécurité, opportunité. Il y a une lettre pour chaque identification. Et viens trouver un argumentaire pour chaque personne. Plus tu vas bosser en amont les argumentaires, plus tu vas être en confiance ensuite quand tu vas communiquer. Bien sûr, je t'apporte ça parce que moi, un des sujets les plus importants, c'était parler de mon métier. Tu sais, comme j'avais des difficultés à parler. Donc vraiment, je pense, pour chaque zone de frein, viens regarder comment tu peux dénouer ce nœud-là en trouvant soit des personnes autour de toi, on en parlait tout à l'heure, qui sont références, ou soit à l'intérieur de toi, quelque chose qui va te rassurer. Ça, pour moi, c'est la première chose. Parle de tes projets à des gens qui vont te porter, qui vont te rassurer, qui vont continuer à te dire vas-y. Ça, c'est important. Et puis, mesure ton intensité. Il va falloir que tu tiennes longtemps. Il y a vraiment ça. En tout cas, on sent beaucoup de motivation, on sent un peu le feu sacré en toi et c'est tout à ton honneur. Et moi, j'aimerais te poser la question justement sur l'héritage. Qu'est-ce que tu voudrais que tu de laisser, alors pas forcément à tes enfants, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi justement sur la femme que tu es en tant qu'entrepreneuse, femme d'affaires, je ne sais pas si on peut parler de femme d'affaires, mais en tout cas de quelqu'un qui gère son entreprise. Je voudrais qu'on puisse dire de moi que j'ai continué mon métier avec authenticité, que j'ai pu ne pas faire de poste sur ma famille recomposée et mes enfants parce que je ne le souhaite pas, et l'affirmer, qu'on peut partager des concepts et des connaissances sans pour autant marcher sur les autres, et que avant de vouloir comprendre les autres, prends juste le temps de faire une pause avec toi-même. Stop, c'est se taire et observer patiemment. Stop, arrête-toi. Viens voir ce qui se passe là et ensuite retourne à ton travail. De faire des chemins comme ça, vraiment, en fait. Parce qu'on a tendance aussi parfois, que ça soit dans la relation de couple, dans la relation amicale ou dans la famille recomposée, à être, et dans la sexualité d'ailleurs, à être tout le monde tellement dans le corps de l'autre, dans ce que tu veux pour l'autre, que tu sais plus ce que tu veux pour toi. Que je te dis dans la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles sexuels aussi, parce qu'ils sont trop dans le corps de l'autre. C'est-à-dire, voilà, j'ai des difficultés dans mon corps, mais c'est normal. Tu veux tellement pour l'autre. Donc tu veux dire de plus être égoïste et de penser plus d'abord à soi et ensuite aux autres. En tout cas, les deux. Il faut être chacun responsable de sa partie. Donc, en fait, si je suis trop dans la relation avec toi, je me perds. Si je suis trop dans la relation avec moi, je ne vais même pas dans ton monde. Donc, faisons des chemins, en fait, vraiment comme ça. Mais si je vais trop dans ton monde, j'existe plus. Il faut un équilibre, quoi. Ouais, c'est ça. Super. Génial. Alors, par rapport à ça, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de ton évolution, on a parlé de ton parcours, on a parlé de ta vision. Et on a bien compris que justement, ce n'était pas quelque chose qui était simple, que tu as survécu finalement à plein d'échecs. Et ce qui est finalement normal, parce que tu le dis toi-même. Aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu prônes comme valeur personnelle dans justement ton activité et quelles valeurs tu peux prôner justement dans ton quotidien auprès de tes amis par rapport à ce que tu vis? La liberté, pour moi, c'est hyper important. La liberté de pouvoir faire le métier que j'ai envie, la liberté de pouvoir dire oui ou non. Donc de reprendre... Pour moi, la liberté, c'est aussi reprendre ton centre. C'est-à-dire que tu peux dire oui ou non, mais en connaissance de cause. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. La persévérance, vous l'aurez compris. La contribution. J'ai vraiment cette envie, ce besoin, et c'est quelque chose de très important pour moi, de contribuer au monde, donc de mettre une pierre à l'édifice, de ne pas mettre toutes les pierres parce que ça ne m'intéresse pas, sinon il va être juste d'une même couleur, ce mur, et ça va être chiant.
mais de vraiment contribuer en fait au monde par la complémentarité. Il y a vraiment beaucoup de ça. Déjà, c'est bien. C'est déjà Ouais, de pas mal. garder en fait un impact, que Ouais. les gens soient impactés par rapport à ce que tu peux faire et te mettre en place. C'est ça que Alors tu veux dire. Et donc, du coup, c'est quoi le prochain pas pour pouvoir atteindre tous ces buts? Alors, le prochain pas, c'est... Alors, le dernier pas, non, je sais pas. Hop, j'ai envie de faire... Il y a un TEDx là qui vient. J'ai envie de faire un TEDx. J'ai Ah envie- oui, ça c'est C'est bien. J'ai envie de faire un C'est un- TEDx. C'est Ouais, des challenge. chiens, C'est un gros challenge. Hein. Ouais. Rien qu'en vous le disant, là, mon corps qui dit mais non, Audrey, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est paradoxal par rapport à ce que tu disais au début, justement avec la prise de parole, avec la difficulté de s'adresser Bégaiement, à un public. Et dyslexique. je pense que finalement, c'est un peu une thérapie Complètement. que tu te mets en avant. Une grosse Ouais. victoire, ouais. Grosse victoire. Et je vous disais, en 2019, la théorie polyvégale arrive dans ma vie. Et le système nerveux et comment tu peux te mettre en relation et tout. Et dans le travail sur la théorie polyvégale, on travaille sur les messages d'autorité du passé. Vous avez dû en entendre parler, sois fort, fais un effort, fais plaisir, ce genre de choses. Et moi, mon premier message d'autorité du passé, c'était tais-toi, le plus haut, le plus fort. Et on m'a aidé à comprendre, mais pourquoi tais-toi? Tais-toi, sinon quoi? Sinon, je vais être humiliée, sinon on va se moquer, sinon je vais me faire agresser, sinon. Donc, voilà pourquoi j'avais peur de prendre la parole en public. Et à force de travailler sur ces sujets-là, j'ai compris que parfois se taire, c'est bien. Parfois, se taire, c'est OK. Et puis, parfois, se taire, en fait, c'est pas OK parce que tu as un message à porter. Et donc, le TEDx, bien sûr que ça me fait flipper et que je me dis, pourquoi je l'ai dit là maintenant? Je vais être obligée de le faire. Ah oui, bah d'ailleurs, fais-le, parce Ouais. que c'est super. C'est vrai que Mais TEDx, c'est un exercice qui n'est pas simple, Ouais. où justement tu dois apprendre, c'est un peu comme un one-man show, où tu dois apprendre évidemment ton texte et puis t'es, on va dire, coaché. Mais ça reste longtemps. Et je pense que quand tu parles de se taire, il y a aussi cette dimension de parler, ça libère. Parler, ça guérit. Parler, ça bénit les autres. Ça aide les autres à eux aussi pouvoir être libérés. Et parler, ça donne du sens à ce que tu as vécu. Enfin, ça donne de la valeur même à ton expérience. Oui. Et c'est pour ça que c'est très, très important, surtout avec une personne qui a un parcours comme le tien. Et je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui n'osent pas parce que justement, elles pensent comme toi, tu pensais avant. Ouais. Donc, te voir, ça peut beaucoup les libérer. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ça parce que ça sera forcément très, très bénéfique pour beaucoup de personnes. Merci. Mais c'est vrai que parler, en fait, ça libère, surtout si tu parles avec des gens qui sont en sécurité et qui vont être en sécurité autour de toi. Et j'ai envie aujourd'hui de partager le beau de la sexualité, le fait que malgré le fait que tu puisses avoir vécu des agressions ou des choses compliquées, tu peux te libérer et puis qu'on peut partager. En tout cas, ça sera certainement le sujet de mon TEDx au cours des 7 points de la santé sexuelle notamment. Et comment les gens alors te voient maintenant aujourd'hui? Avant, parce que évidemment, ton entourage, tes amis qui te connaissent depuis longtemps, t'ont connu dans toute cette évolution. Est-ce qu'ils ont vu un changement? Qu'est-ce qu'ils te racontent? Il y a différents niveaux. Il y a des personnes qui sont restées dans l'ancienne Audrey, du coup, suivant plutôt comment je pouvais être placée dans la famille, comment je suis. Il y a des choses qui se rejouent dans les places où je vais reprendre la même place. Il y a des personnes où je suis vraiment moi authentique parce que je sais que la personne en face de moi est en capacité de m'accueillir telle que je suis aujourd'hui. Donc ça dépend vraiment. En tout cas, les personnes de qui je suis le plus proche aujourd'hui savent qui je suis et je peux être moi-même. T'as pas J'ai plus de bégaiement d'ailleurs. Et puis t'as perdu des amis, entre autres? J'ai pas perdu des amis. Je pense que j'ai fait des choix et donc c'était pas des amis. D'accord. Enfin, on partageait des valeurs qui étaient communes, des valeurs qui étaient moins communes. Aujourd'hui, c'est vraiment... Tu penses que l'entrepreneuriat, en tout cas entreprendre, fait changer aussi beaucoup de choses? Je pense que ça fait changer la gestion des priorités, ça fait changer aussi le regard que tu as sur la vie, sur les autres. Et j'ai aussi appris, je pense qu'enfant, quand je me suis construit, même ado et tout ça, j'avais beaucoup d'attentes envers les personnes. Donc, comme j'avais beaucoup d'attentes, c'était dur parce que j'avais des grosses déceptions. Certainement beaucoup d'attentes parce que j'étais trop dans l'autre, justement, et pas assez à l'intérieur de moi.
Donc maintenant, j'ai aussi appris, et j'apprends encore, hein, je me fais avoir plein de fois, quand je dis je me fais avoir par mon système nerveux qui bloque alors qu'il n'y a aucune raison, j'apprends en fait encore plein de fois à me dire prends ce qu'il y a à prendre et te mets pas la pression parce que sinon, typiquement, un événement comme celui-ci, ça fait 3 semaines que j'aurais stressé. Là, je me dis je viens vivre une expérience avec vous et un cadeau avec vous, avec moins d'attente. Il y a quelque chose de comme ça, j'ai bien sûr envie de contribuer, mais ça me permet d'avoir une vie plus cool. Moins stressante. moins stressante que de pouvoir me dire viens vivre une expérience et pas une épreuve ou quelque chose Donc comme finalement, ça. c'est pas forcément comme on peut l'entendre. L'entrepreneuriat est stressant, anxieux. Parce que Ça là, l'est aussi. évidemment, c'est lié à ton activité et à ton expérience. Ouais, ça l'est aussi. Bien sûr qu'il y a des jours où je suis pas bien et où je me dis oh là là, mais je vais reprendre un boulot de salarié, c'est tellement simple. Bien sûr qu'il y a des jours où je regarde mon chiffre d'affaires et où je me dis ah là, j'espère qu'il va y avoir plus. Bien sûr qu'il y a des challenges et c'est comme dans un couple, tu dois bosser jour après jour et te remettre à l'ouvrage. Mais quelle opportunité et quelle liberté. Ouais. C'est une belle expérience. Très belle expérience. Merci beaucoup. Ouais, merci en tout cas, Audrey. Merci à vous. Oui, merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Nous en aurons un chaque semaine. Goodbye, au revoir.